Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des personnages de la série Les Enquêtes du commissaire Le Foll par Bristol Bazar, disponible sur lulu.com. Aujourd'hui, reportage exceptionnel sur l'IFATS. L'IFATS, ce mystérieux campus fictivement situé place Franz Liszt à Paris, est omniprésent dans les enquêtes du commissaire Le Foll. Les détectives privés de la rue des Chignols y ont fait leurs armes avant d'ouvrir leur agence. Le commissaire Le Foll y a enseigné. C'est dans cet établissement qu'Ernest Desfaux dispense le très couru séminaire « Masques, appos et postiches » pour les étudiants se destinant aux opérations clandestines. Nous avons mené l'enquête et rencontré le commandant Dorval, responsable de la section dédiée aux agents de l'ombre et conseiller auprès de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Le commandant a accepté de répondre à nos questions, apportant ainsi quelques éclaircissements sur le rôle joué par l'un de ses anciens étudiants dans le 6e épisode de la série. Commandant, pouvez-vous nous parler des techniques d'infiltration utilisées par vos agents spéciaux ? C'est un domaine complexe, dans lequel les méthodes employées sont aussi variées que les cibles. Nous ne pouvons bien sûr pas entrer dans les détails classifiés, mais je peux vous donner une idée générale à l'aide d'un scénario hypothétique inspiré de principes réels. Concentrons-nous sur une affaire récente, impliquant un réseau transnational de contrebande à travers plusieurs continents. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, ce sont des zones de transit courantes. Le défi consiste à identifier les marchandises, puis à remonter les filières qui vont nous conduire aux chaînes logistiques et, dans le meilleur des cas, à des personnages particulièrement intéressants, du genre de ceux qui inspirent le cinéma et la littérature, et qui devraient aussi intéresser nos auditeurs. Asie, Europe, Afrique. Par où commencer pour identifier les acteurs clés de ce type de réseau, généralement masqués sous des activités parfaitement légales ? C'est ici qu'interviennent nos techniques d'infiltration. Il s'agit d'envoyer un agent capable d'atteindre les zones profondes et d'accéder à l'information. C'est un travail de longue haleine qui exige une immense patience, une grande capacité d'adaptation et un certain type de personnalité. L'agent doit être capable de s'intégrer non seulement physiquement, mais aussi culturellement et socialement. Il ne s'agit pas seulement d'être crédible dans le rôle endossé, il faut véritablement devenir le personnage. Pouvez-vous nous donner un exemple d'opération pour laquelle vous avez eu recours à ce type de compétences ? Imaginons une opération hypothétique visant à démanteler le réseau que nous évoquions hors antenne. Enraciné en Asie, ce réseau utilise l'Europe comme point de transit et l'Afrique comme plaque tournante de distribution. Nos renseignements, obtenus grâce à une coopération internationale interservices, suggèrent un volume d'activité élevé, mais les itinéraires précis et les principaux facilitateurs restent difficiles à cerner. La surveillance et la collecte de renseignements standards ont atteint leurs limites. Il faut alors passer à l'étape suivante, qui consiste à faire appel à des techniques plus sophistiquées. C'est-à-dire un agent infiltré ? Exactement. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur. L'agent que nous allons mettre en place, appelons-le Bond, devra pouvoir accéder au mouvement physique des marchandises. 3 points d'entrée sont concernés. Le Havre pour la France, Pointe-Noire pour le Congo et Southampton pour le Royaume-Uni. 3 points d'entrée qui représentent des centres clés du commerce maritime, avec des niveaux de sécurité variables et des dynamiques opérationnelles différentes. Quelle couverture aviez-vous prévue pour l'agent Bond ? Notre agent s'est présenté comme un docker expérimenté. Il ne s'agissait pas d'une couverture superficielle. Il a suivi une formation, non seulement sur les aspects physiques du métier, mais aussi sur le jargon, la dynamique sociale
et les règles tacites de la vie portuaire. Il a appris à maîtriser la littérature, bordereaux, manifestes et autres documents, et les procédures du commerce par voie maritime. Son histoire, méticuleusement élaborée, lui a permis de s'intégrer à la main-d'œuvre sans difficulté. Il avait travaillé dans différents ports, était un peu solitaire, mais fiable et compétent. En réalité, vous aviez plusieurs agents pour couvrir l'activité des 3 ports au bon moment, sans éveiller l'attention. En effet, ce qui nécessite une planification préopérationnelle importante. Il faut établir un historique professionnel crédible à chaque fois, obtenir les documents nécessaires et tirer parti des canaux de recrutement établis. Dans certains cas, cela peut impliquer d'établir des contacts de confiance avec des opérateurs légitimes qui ne sont pas entièrement au courant de la véritable nature de nos activités. Il existe dans ce métier des écosystèmes informels qui permettent ce type d'approche directe lorsqu'on a les moyens de se faire passer pour un travailleur qualifié à la recherche d'une opportunité. Dans ce cas précis, la légende ou la couverture de nos agents, étayée par des expériences professionnelles antérieures, ont bien fonctionné. Mais ces expériences étaient fictives ? Pas entièrement. Chaque fois que cela est possible, il faut éviter le parachutage du jour au lendemain et s'accorder le luxe d'une longue phase préparatoire qui maximisera les chances de réussite. Vous écoutez À la rencontre des personnages de la série Les enquêtes du commissaire Le Foll par Bristol Bazar. Aujourd'hui, reportage exceptionnel sur l'IFATS avec le commandant Dorval, responsable des opérations spéciales. Pour clarifier, comme vous l'avez suggéré lorsque nous préparions cet entretien, tenons-nous-en à un agent unique, censé couvrir l'ensemble de l'opération. Quel sera son principal objectif ? Doit-il cartographier l'ensemble du réseau ? Son objectif principal est d'identifier les navires concernés, les manifestes de cargaison soumis à des modifications particulières, et surtout, les personnes qui orchestrent les mouvements de fret signalés. Nous cherchons à nous faire une idée de la chaîne de commandement, en partant des transporteurs bas niveau pour remonter jusqu'aux organisateurs en tête de filière. Votre agent est maintenant dans la place. Il travaille comme docker. Comment va-t-il s'y prendre concrètement pour remplir sa mission ? Il ne s'agit évidemment pas de poser des questions d'un air dégagé aux acteurs soupçonnés, et encore moins de se confronter directement aux personnes impliquées. Bond va observer, écouter et nouer des relations en se concentrant sur les secteurs qui nous intéressent. Il faut d'abord opérer un tri sur le type de marchandises, noter tout comportement inhabituel ou tout conteneur qui semble faire l'objet de précautions particulières. Engager des conversations informelles, fréquenter des travailleurs dans tous les postes, d'un bout à l'autre de la chaîne, du superviseur au chauffeur routier, est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Il faut tirer parti de la moindre occasion, tout en travaillant réellement. À ce propos, on dit que vos services prévoient, dans certains cas, des relais qui vont effectuer discrètement le travail de couverture, de façon à laisser à l'agent infiltré le temps et l'énergie nécessaires pour accomplir ce pourquoi il est là. Ce type de coup de pouce n'est possible que dans des cas précis, des environnements étroitement contrôlés. Nous travaillons en équipe, mais sur le terrain, l'agent en mission peut se retrouver complètement isolé. Et même lorsqu'il est très étroitement accompagné ou supervisé, il doit rester capable de prendre des décisions immédiates, de façon complètement autonome. D'où est venue la première information importante dans l'opération que vous évoquiez ? Du Havre. Bond s'est montré rapidement particulièrement efficace en se contentant de peu. Observer les allées et venues,
se renseigner sur le cargo des navires signalés, écouter les rumeurs entourant certains intermédiaires. Cette phase passive la conduit à une entité apparemment légitime, transportant du matériel industriel standard. Un ensemble de faits que je ne peux révéler ont éveillé ses soupçons. Des entorses dans les procédures de chargement et déchargement, par exemple? Si vous voulez. Ces procédures sont strictement encadrées et représentent effectivement un bon point d'observation. Si certains acteurs semblent avoir une influence excessive sur ces postes et se montrer capables de passer au-dessus d'un ou de plusieurs maillons de la chaîne opérationnelle, alors vous tenez peut-être une piste. Cela ne veut pas dire que vous allez faire bonne pioche à chaque fois. Nous parlons ici de probabilité, de faisceaux d'indices à rassembler avant de passer à l'étape suivante. Dans le cas qui nous occupe, je peux aller jusqu'à vous dire que Bond a été aidé par des silhouettes inconnues repérées sur le port, des personnages qui, à l'évidence, ne se savaient pas regarder. En l'occurrence, cela a été notre coup de chance, un facteur à ne pas négliger dans ce métier. Pendant ce temps, vous aviez d'autres agents opérant à Pointe-Noire et Southampton? Imaginons notre agent fictif, Bond, sur le port africain. Le décor a changé, la dynamique est différente. Pointe-Noire est un point de transit majeur pour les marchandises entrant et sortant d'Afrique centrale. Ici, son rôle va consister à vérifier si la même compagnie maritime ou un mode opératoire similaire est à l'œuvre. Il faut également identifier les contacts locaux qui facilitent le mouvement des marchandises. Soudoyer des fonctionnaires portuaires ou faire appel à des éléments corrompus au sein des forces de sécurité n'est pas à exclure dans ce type de configuration. En définitive, qu'avez-vous découvert? Bond a pu confirmer notre hypothèse de départ. Il a observé que certains conteneurs étaient détournés vers des entrepôts privés à la périphérie de la ville. Il a également commencé à identifier certains des distributeurs locaux qui recevaient ces cargaisons détournées. Il s'agissait là d'une étape cruciale, car elle a permis de suivre les activités du réseau au-delà du périmètre portuaire jusqu'à la phase de distribution. Pouvez-vous nous parler des méthodes utilisées pour dissimuler les articles de contrebande? Les techniques employées étaient plutôt traditionnelles, sauf dans un cas où nous avons découvert des conteneurs à double coque. Du travail très professionnel. Menés par des opérateurs bien organisés. La suite de l'enquête ne se déroule plus sur les ports. Comment passe-t-on d'un univers à l'autre? Avec des relais qui se tiennent prêts à chaque étape, chacun d'eux hautement spécialisé dans un domaine précis. Avez-vous le droit d'accéder directement aux données financières des entreprises soupçonnées sans les informer au préalable? Nos procédures sont strictement encadrées. Passer outre reviendrait à travailler pour rien. Cette incroyable affaire souligne les multiples facettes, les multiples talents des opérateurs sur le terrain. Comment recrutez-vous ces hommes prêts à passer toute leur vie professionnelle dans l'ombre, sous des identités d'emprunt? À l'IFATS, les étudiants qui se destinent à ce type de carrière sont soumis à des tests particulièrement rigoureux. Ils doivent d'ailleurs suivre les enseignements généraux pendant 2 années avant de prétendre à cette spécialité. Y a-t-il beaucoup de candidats pour ce métier à haut risque? Oui, D'où une sélection sévère à l'entrée? ce métier fait encore rêver. Je dirais même beaucoup trop. Le cinéma et la littérature n'y sont pas pour rien, de même que les journalistes. Notre rôle est de transmettre une vision réaliste de ces carrières qui, comme vous le rappelez, comportent des risques importants. Des risques qu'aucune compensation financière ne saurait faire oublier. Il me reste à vous remercier, commandant, pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Je signale que l'équipe pédagogique de l'école organise chaque année vers la mi-septembre une journée porte ouverte.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de l'IFATS, qui figure déjà dans la description de ce podcast. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre reportage exceptionnel, cette fois auprès d'un agent de la brigade du commissaire Le Foll, qui nous accueille dans les locaux du célèbre 36 quai des Orfèvres.